à bouffer et que fondamentalement c'était deux trois personnes un peu privilégiées qui avaient mauvaise conscience, etc. Et cette notion de responsabilité des entreprises, elle me dérangeait aussi quand je suis allé dans le monde professionnel. Moi, j'ai fait 5 ans dans un cabinet où je faisais des analyses de risque pour les boîtes et on était toujours distancé par cette notion de reporting, de responsabilité. C'est-à-dire qu'on faisait des plans, ok? Et ces plans, ils servaient d'atout de communication pour dire on est meilleur que le concurrent. Ça m'a beaucoup frustré. Et je me suis dit, mais il faut absolument qu'on restructure ce sujet autour d'une autre notion qui touche tout le monde, c'est la notion de risque. Je vais essayer de le faire avec vous pendant cette conférence. Vous me direz si ça vous a marqué, si c'est une orientation stratégique qui vous semble pertinente, mais je vais aussi vous raconter tout ça. Premier élément, première métaphore, quelque chose, un animal qu'on croise pas trop dans la vallée de l'Arve ou en Savoie, c'est un éléphant. Ce matin, j'ai fait une conférence, je leur ai dit ça, ils font, mais bien sûr que si, Hannibal, il est passé par là, etc. Je fais, bon, très bien. Merci l'historien. Disons, donc on est en Inde dans l'histoire que je vais vous raconter. Peut-être certains d'entre vous l'ont déjà raconté. Qui l'a déjà entendu cette histoire-là? Un petit peu, ouais. C'est assez classique dans les CEC ou les choses comme ça, mais moi je l'aime bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est en Inde, on a un village avec des aveugles, ok? Nos aveugles, ils ont entendu parler d'éléphants, ils ont eu des histoires sur les éléphants, ok? Ils savent à peu près ce que c'est en gros. Un jour, il y a un éléphant qui arrive vraiment au village. Et alors là, les aveugles, ils se jettent sur l'éléphant. Il y en a un qui monte, il y en a un qui lui tire la queue, il y en a un qui touche ses cornes, il y en a un qui touche la trompe. Et ils disent, celui qui touche la trompe, il dit, ah bah ça ressemble à un serpent. Ok, très bien. L'autre, il va toucher la patte, il va dire que c'est l'arbre. Les oreilles, les tailles, etc. Vous avez compris. Et ben, c'est quoi cet éléphant? C'est la métaphore de ce qu'on fait avec les sujets écologiques. Je commence mon petit pèlerinage écologique. Je me dis que mon entreprise, elle a un impact sur le climat. Donc, premier rapport, on fait un bilan carbone. Bilan carbone, pouf, hop, sur votre bureau. Ensuite, on se dit, le bilan carbone, ah zut, le bilan carbone, il me dit pas comment je dois réduire. Nouvelle prestation, je le fais tout seul, pouf, plan de transition pour décarboner. Le rapport. Troisième chose, on se dit, ah mais en fait, il n'y a pas que le carbone, il y a la biodiversité aussi. Rapport biodiversité, 3 rapports. Ensuite, comment on réduit la biodiversité? 4. Oh, il y a un problème avec l'eau. 5. Plan de sobriété hydrique. 6. Mince, encore un problème. Réduire mon impact, ça réduit pas fondamentalement le risque climatique que j'encours. La vague de chaleur, ça va faire quoi sur mon business model? Rapport numéro 7. Comment réagir aux vagues de chaleur? Rapport numéro 8. Ensuite, il y a les inondations, peut-être. Rapport numéro 9. Plan inondation. Rapport numéro 10. Stress hydrique. Voilà. Donc, j'ai fait un diagnostic comme ça. Et en fait, on est exactement dans la même situation de quelqu'un d'hypochondriaque, qui est peut-être malade ou pas, d'ailleurs, mais qui va accumuler les diagnostics chez le médecin sans jamais ne pas passer à l'action, mais ancrer l'ensemble de ces diagnostics-là dans un plan systémique qui prend le plan de développement économique général. Malheureusement, dans plein de boîtes, la RSE, c'est l'accommodement du plan de développement général, le petite touche de green, je dis pas de greenwashing parce que c'est peut-être une action qui est importante, mais on se retrouve toujours dans la situation où c'est un peu un à côté du développement économique, de la croissance du système. Et donc, en fait, il va falloir qu'on sorte d'autres choses. Et la notion de risque, ça permet un peu de réencabler tout ça. Je vais faire exactement ce que je vous ai dit qu'il fallait pas faire. On va recommencer à reparler du changement climatique. Donc, la trompe de l'éléphant. Ok? Je vais aller très très vite parce que ça, je pense que vous connaissez. Ça, c'est les bandes climatiques. Ok? Donc, ça, c'est les bandes climatiques en France. Là, mon graphe s'arrête en 2022. On a pris 1,7 degrés en France. 1,4 dans le monde avec le 1,5 degré qui est déjà acté par les dynamiques climatiques. Donc la borne basse de l'accord de Paris est sautée. La borne haute de l'accord de Paris, ça nous donnerait ce scénario climatique là en France, forte baisse des émissions, donc un peu plus de 2 degrés en France. Pourquoi la France se réchauffe plus vite? Parce que la France est en Europe, waouh, et que l'Europe est le deuxième continent qui se réchauffe le plus vite au monde après l'Arctique. Ok. Ensuite, un deuxième scénario. Ça, c'est le scénario dont on a parlé, le scénario de la France 4 degrés.
Comment on a construit le scénario de la France 4 degrés? On a regardé tous les États du monde. Les États du monde, ils ont pris des engagements aux différentes COP. Okay, s'ils matérialisent ces engagements, l'ONU nous dit que ça nous mènerait à 3 degrés de réchauffement. Ça veut dire, numéro un, que c'est pas suffisant pour tenir les 2 degrés. C'est aussi très optimiste parce que ça veut dire qu'on n'a pas de retour en arrière et évidemment, on n'a aucun pays puissant ou important qui a décidé de revenir en arrière sur ses objectifs climatiques. Et donc, ça peut nous mener à un troisième scénario, qui est le scénario forte hausse des émissions, qui est un scénario où, en fait, on serait à beaucoup plus que 4 degrés en France, on serait à quelque chose de plus 6, plus 7. En gros, c'est un scénario de perte de contrôle. Ce scénario, j'aurais pu le colorer en rouge foncé, etc. En fait, c'est un scénario où on perd le contrôle, soit parce que les États sont revenus en arrière sur tout, soit, et surtout, on a un déclenchement d'un de ces points de bascule-là. En particulier, vous connaissez tous le permafrost. Le permafrost, c'est un sol que vous avez gelé au Canada et en Sibérie, qui est un peu comme votre pizza au congélateur, ok? Quand vous sortez votre pizza du congélateur, il commence à y avoir une activité biologique qui reprend, qui était paralysée par le froid. Cette activité biologique, elle va faire que si vous recongelez votre pizza, eh ben, c'est pas une bonne idée de la manger après. Bon, bah, le permafrost, c'est pareil. Le permafrost, lorsqu'il va dégeler, vous allez avoir du méthane qui va être émis. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre, ça accélère le réchauffement, blablabla. Donc, le permafrost est encore plus gelé. Et gelé, donc il y a plus de micro-organismes, c'est la fête, et on a un emballement climatique. On avait défini l'objectif 2 degrés pour se prémunir du déclenchement de ces points de bascule. C'est ça que je voulais vous dire. Ici, vous avez cette figure dans les échos. Et en fait, ce qu'il faut retenir à ce moment-là, c'est que fondamentalement, le changement climatique, plus on va aller loin dans le niveau de réchauffement, et on est déjà très loin, plus on est dans des zones d'incertitude. Moins on perd le contrôle, et on l'a perdu pour toujours. Ce contrôle-là, on peut le récupérer à certains moments où il faut qu'on s'adapte à l'incertitude que ça crée. Et donc, normalement, à ce moment-là, on commence à jouer à motus dans la conférence. Donc, il faut compléter cette phrase. Donc, à ce moment-là, avez-vous compris que ce n'était pas une en 5 lettres? Une farce. Mais on l'a fait à chaque fois, mais c'est pas ça. Par contre, il y a une lettre en commun, il y a le E là. Qui est là. Hmm, non, 5 lettres. Le pas, faut faire. Dites qu'il faut que je fasse avec les voyelles. Alors, là, il y a un I. Quiz. Merci. Donc là, normalement, il faudrait que j'arrive à faire une animation où ça se fait comme motus, ça serait extraordinaire, ça. S'il y a des ingénieurs tech là-dessus qui peuvent m'aider. Bon, pourquoi c'est pas une crise? Parce qu'une crise, quand vous avez une crise de fièvre, qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez au lit, ça finit par passer. Quand vous avez une crise d'anxiété, vous allez faire de la méditation, c'est bon. Alors là, on est sur quelque chose qui est irréversible, en particulier arrêtable, mais irréversible. Il n'y a pas de retour en arrière. Vous l'avez vu sur le graphique d'avant, on reste jaune. C'est écrit dans les rapports du Haut Conseil pour le climat. L'été qu'on a eu en 2022, c'est un été qui sera un été moyen en 2050, donc plus proche. 2050, c'est plus proche de nous que les années 2000 sont proches de nous, hein, au cas où. Et donc, bah ça veut dire que en 2050, on a l'été moyen qui est en fait l'été où on a eu les grands incendies de Gironde, on a eu des grandes vagues de chaleur. 2022, c'était l'année en France la plus chaude après la canicule de 2003. Je fais gaffe à ça. Et du coup, on est pris dans une crise, on est dans une polycrise. Le concept est hyper important. Le concept de polycrise, c'est un concept qui nous vient d'Edgar Morin, d'accord, qui a écrit ça dans Terre Patrie. Et pour le simplifier, la polycrise, c'est l'hybridation de la dérive écologique avec les crises géopolitiques, sociales, technologiques que vous connaissez. Or, dans la polycrise, ce qu'on a tendance à faire, c'est d'arrêter de combattre la dérive climatique parce qu'il y a une autre crise qui nous est tombée dessus, parce que Trump nous a collé des droits de douane, etc. Donc, il y a autant détricoter les normes pour aller gagner un peu de rendement. Ok? Ça, c'est l'éléphant au milieu de la pièce, dont on parle pas. L'éléphant au milieu de la pièce, on m'a dit à un moment, il faut que tu viennes avec une peluche éléphant et que tu le sortes. Enfin, il faut vraiment que je fasse un peu plus d'animation. Mais voilà l'éléphant qu'on a croisé au début de la conférence, d'accord? Cet éléphant, c'est ça, c'est que le futur ne sera pas linéaire, il sera fait de ruptures. Or, vous n'avez en entreprise personne qui travaille sur des modèles de rupture. Vous regardez ce qui s'est passé dans le passé, vous mesurez votre demande dans le futur et vous faites une projection comme ça. La seule entité dans l'entreprise qui voit ou qui a les capacités de voir avec tous ces rapports les ruptures, c'est la RSE, et en réarticulant les choses correctement, on peut retransformer l'entreprise par cette base-là, par les ruptures, mais il faut les voir et on va essayer de les voir ensemble. Aujourd'hui, la chose à pas faire, c'est de lire les rapports.
directement, comme ça. Parce que dans les rapports du GIEC, vous avez ce truc-là, là. Vous avez une augmentation de température linéaire de je sais pas quoi. Et quand vous allez faire un rapport d'entreprise, par exemple, disons que vous produisez des tomates ou du fromage de Savoie, par exemple, de la tome de Savoie, ok. Et ben, vous allez vous dire, bah, progressivement, mon rendement pour ma tome de Savoie, il va diminuer, ou pour ma tomate, il va diminuer. Mais on va penser que c'est linéaire. Donc, on va se dire, par exemple, je suis là, mon entreprise, je vais perdre 10% de rendement à horizon dans 5 ans. Bon, bah, 10% de rendement dans 5 ans, j'ai le temps. On va faire un plan, on va trouver, on va réfléchir ensemble, etc. Et donc, on est vraiment dans le jusqu'ici, tout va bien, où on va avoir des impacts, etc. Sauf que, comme disait un ancien président de la République, les emmerdes, ça vole en escadrille. Ça, tout le monde la connaît. Hein. Vraiment, personne trouve crise, les emmerdes, tout le monde y est. Hein. Bon, bah, en fait, ce qui va vous arriver, c'est pas du tout, effectivement, ce truc linéaire. C'est ces chocs-là, ces ruptures. Première année, bah, par exemple, j'ai pas des morts particulières sur mes bovins qui vont faire ma tome de Savoie. Donc tout va bien. Et à un moment, bah, j'ai un petit pic parce que j'ai perdu la climatisation sur une partie de mes entrepôts qui vont garder mon fromage. Ok. Donc j'ai un petit pic, je perds 10% une année. Je fais rien ou je répare la clim et puis à un moment, paf, j'ai un nouvel impact parce que j'ai eu un épisode de sécheresse important et donc il y a une partie de mon bétail qui peut plus avoir accès à de l'eau, disons. Et il y a une année après où j'ai la vague de chaleur qui fait péter la clim, j'ai une inondation sur mes entrepôts et j'ai Donald Trump qui me colle 150% de droits de douane en Savoie parce que je sais pas, il était de mauvaise humeur ce matin et il a vu un truc sur Fox News qui l'a énervé. Vous savez que la prison, l'espèce de camp pour migrants qui s'appelle Alligator Alcatraz, il l'a vu, c'est une idée, ou parce que le soir même, il avait vu le film Alcatraz, et il s'est dit, on va faire un truc comme ça, etc. Donc vraiment, dans la polycrise, il y a plein de décisions comme ça, complètement absurdes, des ruptures, et ça, il faut l'anticiper, quoi. Mais comment vous voulez anticiper ça? Donc, il faut une boussole pour se diriger. Et donc, ça, c'est la grande question, c'est comment ça va se manifester pour vous, pour votre organisation, pour votre territoire. Et ben, en fait, aujourd'hui, beaucoup d'erreurs qui sont faites sur l'adaptation. À un moment, moi, je vais intervenir semaine prochaine chez une entreprise les télécoms, et ils m'ont dit, Iliane, il faut absolument que tu viennes. Nos dirigeants nous beaucoup énervés, ils nous ont dit, tout va bien, on a fait une analyse de risque sur nos sites. Donc, ils ont payé une plateforme super chère pour faire leur analyse de risque, alors que tout est open source. Et cette plateforme super chère, ils ont dit, bah, sur tel ou tel site, vous avez des vagues de chaleur, et donc, voilà. Bah, ils ont changé la clim sur ces sites. Très bien. Ensuite, sur tel ou tel site, il y a des inondations potentielles. Ils ont calfeutré leurs portes, ils ont surélevé les équipements critiques. Basta, terminé. Et puis sur tel ou tel site, il y a un retrait gonflement des argiles, c'est-à-dire en gros des maisons qui craquent à cause sur des sols argileux très secs. Et ben ils ont fait le truc du CEREMA, qui est une bonne innovation. La maison confortée par humidification, c'est-à-dire en fait on récupère les eaux de pluie et on remet des petites gouttes d'eau dans le bâtiment. Et donc bah le problème est traité. C'est bon, vous pouvez aller les picoler. Donc quand tu fais ça sur les risques, tu ne regardes que tes stocks. Tu ne regardes que ce que tu as. Tu es dans la position de quelqu'un qui est bourré, qui sort de boîte, qui a plus ses clés, et qui regarde le soir uniquement, qui cherche ses clés uniquement sous le lampadaire. D'accord? Bah, ça se trouve, il va les trouver sous le lampadaire. Mais il y a plus de chances qu'il ne les trouve pas sous le lampadaire. D'accord? Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un, ça? Soyez honnête. C'est pas drôle, hein. Moi, ça m'est arrivé plein de fois à Centrale, ça. Mais donc, en fait, bah, votre risque, il peut se matérialiser effectivement sur vos infras, mais plus vraisemblablement, il va se matérialiser sur vos flux, sur les flux d'énergie et de matière dont vous dépendez, notamment les services publics, énergie publique, électricité publique, IT public, etc., vos réseaux télécoms, vos réseaux d'électricité, etc. Ça peut se manifester aussi sur vos fournisseurs. Ok, ça peut se manifester sur vos clients, ça peut se manifester sur vos travailleuses et vos travailleurs, leurs moyens de transport. C'est-à-dire qu'en fait, ça se trouve, vos clés, bah, elles sont encore dans le bar ou elles sont à côté de l'endroit où vous pouvez regarder immédiatement. En fait, là, le parallèle que je suis en train de vous faire, c'est exactement le même entre faire son bilan carbone sur Scope 1-2, c'est-à-dire compter les émissions carbone qui sortent de sa cheminée, quoi, de son gaz, ou de ses voitures de fonction, et de dire, bah, j'ai fait le travail. Non, tu as 95% de ton impact qui est sur ta chaîne de valeur. Il faut le compter. Bah, pour le risque, c'est pareil. Le risque, il peut se manifester sur votre scope 1. Il faut plus penser à une notion de probabilité, mais il va se manifester plus vraisemblablement
régulièrement à plusieurs endroits et en particulier sur vos flux. Vous avez ce qu'on appelle aussi le scope C. Le scope C, c'est en fait les clients de clients et les fournisseurs de fournisseurs. Vous avez peut-être perdu vos clés, pas sur le site, pas dans le bar ou pas dans la ville, mais peut-être ce matin dans le train, vous les aviez pas. Et donc le risque, bon, c'est plein de processus, je vais passer sur ça. En fait, en gros, on peut transformer l'entreprise en une grande ensemble de processus sur lequel on va faire une mini-analyse de risque. Mais en fait, s'il faut retenir, c'est que le risque, il peut être localisé à 7 endroits différents. Les matières premières qui permettent votre activité économique, les travailleuses et les travailleurs, les deux typologies d'activités qui sont les plus menacées par le changement climatique, en tout cas de type de travail, sont les agricultrices et les agriculteurs et les ouvriers du BTP. D'accord? C'est les deux parties qui sont les plus touchées par les effets du changement climatique, notamment le trop chaud. Vous pouvez avoir des problèmes sur vos sites de production et de transport, ça on va en parler une minute après. Les services publics, les services privés. Il y a une entreprise à la Convention des entreprises pour le climat qui s'appelle Racine. Racine, elle fait du traitement des déchets organiques, elle essaie de circulariser. Un coup, donc entreprise ultra vertueuse, un coup, elle a un incendie dans son entrepôt, elle va voir l'assureur lui dit, on re-signe une franchise d'assurance. Ils ont multiplié le prix par 4. D'accord? Il y a une dynamique des assureurs à se retirer des communes, à augmenter les franchises, et du coup, c'est toujours des moments de renégation, des moments où on va être pris à la gorge là-dessus. C'est très important d'anticiper ça, c'est un risque hyper important. Les clients, si vos clients ont pris des risques climatiques qui sont plus solvables, vous prenez sur votre marché. Et il y a bien sûr tout le cadre que vous connaissez. On fait le yo-yo avec la CSRD, on vote pas, je sais pas quoi. Donc ça, fondamentalement, c'est difficile parce que ça vous ampute de capacité de décider, de capacité à faire des investissements. Et donc la question, c'est comment on navigue dans une mer que l'on ne connaît pas. Ok? Vous êtes Christophe Colomb, aux Amériques, faut pas le faire, mais bon, vous le faites. Et en fait, Christophe Colomb, aller aux Amériques, il va devoir avoir des outils pour mesurer les vagues qui vont lui tomber dessus et une direction. Il va utiliser une boussole. Ça, c'est la boussole du risque climatique. C'est peut-être que ce que vous avez vu sur les ADAC. C'est à ce moment-là où on l'utilise. Je donne aussi un petit élément qu'on connaît pas sur Christophe Colomb. C'est l'anecdote historique. Au moment de Christophe Colomb, il y a un truc qui se passe. Ça s'appelle le Grand Échange colombien. Dans le Grand Échange colombien, en fait, c'est les Occidentaux qui vont aller importer énormément de bétail et de bovins sur le territoire latino-américain. Or, les Européens étaient un peuple qui était habitué à vivre avec des animaux d'élevage, ce qui n'était pas du tout le cas des peuples indigènes. Ce qui fait qu'en fait, les peuples indigènes, ils ont été en contact avec des pathogènes qu'ils n'ont jamais connus, les pathogènes des animaux d'élevage, et on a eu, suite à ce grand échange colombien, énormément un génocide en vrai, même si c'était pas voulu, pas désiré. On a eu 80 à 90% de la population indigène d'Amérique qui est mort de ce type de maladie. Et qu'est-ce que ça a provoqué? Ça a provoqué un refroidissement du climat. Pourquoi? Parce que énormément de ces populations indigènes, pour garder leurs terres, les terres agricoles, elles brûlaient régulièrement des bouts de forêt pour empêcher que la terre pour empêcher que les forêts se referment. Et donc, quand on a eu cette destruction de population absolument extraordinaire, absolument énorme, en fait, on a toutes les forêts d'Amérique du Nord qui se sont refermées et on a eu un refroidissement climatique extrêmement important. Donc, suite à 1492, donc sur plusieurs décennies, centaines d'années après, parce qu'en fait, on avait plus d'arbres qui séquestraient plus de carbone. D'accord? Donc ça, on a eu déjà des impacts sur le climat très importants, côté refroidissement. Façon. La boussole du risque, elle se traduit c'est l'intersection de 4 éléments différents. Le premier, c'est les aléas climatiques. Les aléas climatiques, avec le changement climatique en France, on en a 3. Voilà la France 4 degrés. D'abord, la France du 4 degrés, c'est une grande salle de bain, d'accord, où il y a des choses qui sont cassées. Première chose qui est cassée dans notre salle de bain, c'est le radiateur. Le radiateur, vous êtes dessus, d'accord? Le plus 4 degrés en France, c'est plus 7 degrés dans les Alpes ou en Haute-Savoie, ok? Les Alpes, c'est déjà un territoire qui a pris plus 2 degrés, qui a déjà dépassé le 2 degrés. Et donc, vous êtes sur le radiateur, et ce radiateur, il va contaminer sur toute la France sa chaleur, etc., etc. Voilà. Donc ça, vous connaissez. Le réchauffement, il est pour tout le monde, mais il n'est pas homogène. Deuxième élément, la France du trop d'eau. Baignoire, tac, ici, elle fuit, on n'arrive pas à fermer le robinet. Le changement climatique, il augmente l'évaporation et l'évapotranspiration, notamment en été, celle des cours d'eau.
celle des végétaux, mais aussi celle de la Méditerranée, qui est en fait un lac, la Méditerranée, hein, parce qu'elle n'a que 14 km d'ouverture avec l'océan universel. Cette eau, elle va retomber, pas progressivement, elle va retomber d'un coup. Et c'est pour ça que c'est extrêmement dangereux. Elle retombe plutôt sur le quart nord-est. Ok, ça, c'est les zones qui vont être le plus touchées par les inondations et le trop d'eau. Et ça, c'est la saison automne-hiver du changement climatique. Après que les étés bien chauds aient bien augmenté la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère, il y a tout qui retombe en hiver. Et regardez les deux cartes, c'est un miroir l'une de l'autre. Vous tracez une ligne comme ça. Vous avez cette partie de la France qui prend tout l'excès d'eau, d'accord, et cette partie de la France qui s'assèche. Moi, j'étais mardi en conférence à Brest, en Bretagne, pays des Abers. Bah, la Bretagne, où il pleut plusieurs fois par jour, bah, ça va plus trop être le cas et c'est un énorme problème pour les Bretons. Pourquoi? Parce que la Bretagne, c'est un territoire qui n'a pas de nappe phréatique, qui n'a pas d'eau souterraine, donc elle ne dépend que de ses débits. Et donc, ça va beaucoup plus vite quand il y a moins d'eau. Il y a déjà des alertes sécheresse en Bretagne très régulièrement, cette année compris. Et vous avez tout ce qui est proche de l'Espagne qui va s'assécher, l'Occitanie qui va très très vite. Et donc ça, bah, c'est les rhinocéros gris du changement climatique. Donc ça, ici, c'était le sèche-cheveux qui est cassé. Le sèche-cheveux, il est sur la partie sud-ouest. Ça, c'est ce qu'on appelle les rhinocéros gris. Les rhinocéros gris, c'est en fait, on est dans Bugs Bunny, voilà. Et j'ai le diable de Tasmanie à côté de moi, et puis on a les rhinocéros qui arrivent au loin, et puis on fait des blagues et on procrastine. Ça, c'est même pas les effets de rupture, hein. C'est vraiment ce qui a marqué dans les modèles climatiques, le plus globalement possible, et des choses auxquelles on peut au moins essayer de répondre rationnellement, ou au moins essayer d'éviter. Mais même ça, on n'est pas au niveau là-dessus. Deuxième élément de la boussole, c'est l'exposition. C'est comment votre territoire, il va être impacté par ces éléments-là. Donc ici, là, je vous ai mis la vallée de l'Arve, et la vallée de l'Arve, elle a eu déjà des impacts extrêmement importants, notamment sur le trop chaud, sur le trop doux, pardon. En 2023, on a eu la crue de l'Arve qui a inondé 2 entreprises à Maglan, 2 entreprises qui faisaient du décolletage, qui se sont fait inonder et qui ont du coup eu des impacts sur l'arrêt de leur activité. On a dans ce territoire-là des tissus PME, PMI, marché automobile, etc., etc., entreprises de décolletage surtout, qui vont être soumis à ces effets du trop d'eau. Et le trop d'eau est en fait également le même, la phase d'une même pièce avec le trop sec. En Haute-Savoie, on a des alertes sécheresse dès le mois de juin. Ici, je vous ai mis les larves en amont et en termes d'eau superficielle à Sallanches et à Chamonix. Et ce que vous avez sur ce graphique-là, c'est le débit moyen journalier de larves. Et vous avez les zones de crise et d'alerte. Et donc ça, c'était le 23 juin 2025. Et vous voyez qu'en fait, on est en alerte sécheresse en Haute-Savoie. Dès le mois de juin, il y a eu des interdictions d'arroser, notamment pour les agricultrices et les bassins et les agriculteurs. On a eu un impact aussi sur les élevages. Ça, c'est très important, parce que quand il y a moins d'eau, comment on fait boire les bovins, etc. Et on a du coup un conflit d'usage sur l'eau dans un territoire qui est un château d'eau. Okay. Pourquoi? Parce que même si vous avez encore beaucoup d'eau sur votre territoire, le stress hydrique, c'est la mesure entre les usages de l'eau, donc ce que vous utilisez vraiment en termes d'eau, et la disponibilité de la ressource. Donc même si la disponibilité reste importante, si les usages ne sont pas remis en cause, ces usages-là, ils vont nécessiter en fait d'être arbitrés les uns avec les autres. C'est le préfet qui va choisir quelle activité économique peut continuer et quelle autre ne peut pas continuer. Autre impact très important qu'on a sur les territoires de montagne, c'est les forêts. Vous avez peut-être vu ça, les forêts en France, on a un doublement du niveau de mortalité du bois mort sur pied. Imaginez dans votre jardin avec la moitié de végétation morte. Bah, c'est ça, l'état de nos forêts en France. C'est très important de le comprendre. Et ça a un impact extrêmement fort parce que nos forêts, elles tiennent la montagne. Une forêt, ça tient la montagne. Quand tu as des forêts mortes, en fait, tu augmentes ton risque d'éboulement. Donc, on a eu, par exemple, ces 2 événements-là, un éboulement sur la RN 225 le 20 août 2025 qui a coupé une partie de la route. Et un mois après, on a eu un autre éboulement sur le viaduc des Égards qui a coupé la 2e partie de la route. Et ça tape sur une vulnérabilité de nos territoires de montagne qui est en fait la très faible
quantité de redondance sur les accès, sur les routes, d'accord? La possibilité de circuler dans les territoires de montagne, elle va être de plus en plus mise en question et il va falloir de plus en plus de travaux d'intervention des forces de secours et d'aide. Ça, c'est les caractéristiques de vulnérabilité d'un territoire. C'est comment mon territoire, il va recevoir un effet du changement climatique. Comment mon territoire, il va recevoir les effets d'une forêt qui est de moins en moins en capacité d'être en bonne santé, qui l'est de moins en moins, et qui va donc, en fait, générer des dommages sur les infrastructures et donc des dommages sur les flux qui vont être coupés. Là, il y a quelque chose là, un éboulement peut-être déjà. Nos territoires, mais après on est low-tech, là on est 100% digital, Elon Musk, Microsoft nous sauve. Ok, les territoires de montagne, et ça vous le savez toutes et tous, ils sont hyper dépendants d'une activité qui s'appelle le ski. Le ski, c'est une rente absolument énorme pour ces territoires-là. Et malheureusement, on est dans une forme d'hyperspécialisation des territoires de montagne pour organiser le tourisme d'hiver. Donc le ski, c'est 80% du chiffre d'affaires touristique de la montagne. On a énormément d'industries qui sont, elles, calibrées aussi pour répondre à des demandes qui dépendent indirectement de la neige. Sauf que vous le savez, hein, la neige, ça va être de plus en plus compliqué. Ici, je vous remets les projections. À 2050, l'épaisseur de neige moyenne dans les Alpes aura diminué de moitié à 1800 mètres d'altitude. Ça, c'est les graphiques de Drias. J'aurais pu vous remettre les graphiques qui ont été faits par le Shift Project, les infographies, qui vous montrent qu'on a à la fois une augmentation du niveau de l'enneigement, des températures qui ont déjà largement dépassé les 2 degrés, des risques d'incendie qui augmentent en montagne et une diminution de l'ordre d'un quart de la ressource en eau disponible. Et donc, là-dedans, fondamentalement, le dernier élément de la boussole du risque, c'est ce qu'on appelle la réponse. La réponse, elle peut augmenter le niveau de risque. Il y a une partie de tendance qui continue aujourd'hui dans les territoires de montagne, c'est construire les promoteurs immobiliers. Ici, aujourd'hui, et je vois un parallèle assez important parce que la Bretagne, c'est aussi un territoire qui est riche et c'est un territoire qui a de plus en plus d'attractivité économique. En particulier, c'est un territoire qui attire les premiers réfugiés intraclimatiques. Ok, les gens du Sud, une partie des personnes du Sud m'ont dit qu'il y a de plus en plus de gens du Sud qui ne supportent plus l'été, qui ont un peu d'argent, qui ne supportent plus l'été en Bretagne et qui vont du coup acheter une maison à Saint-Malo, etc. Parce que la Bretagne, c'est un refuge de fraîcheur. On a exactement le même impact démographique du changement climatique, pression à la construction sur la Haute-Savoie, la Savoie et sur la Bretagne. Et ça pose tout un tas de problèmes parce que ça empêche progressivement une partie des Savoyards ou une partie des Bretons de vivre chez eux. Parce que quand tu as une pression démographique extrêmement importante, tu as une augmentation du coût de la vie, en particulier du coût des logements. Des endroits comme Saint-Malo, comme Dinard, comme Annecy, c'est les prix de Paris. Et donc, fondamentalement, ça produit une forme de gentrification climatique, si vous voulez. En tout cas, les températures sont une forme d'attrait là-dedans. Et moi, j'aimerais qu'on s'énerve un peu plus quand vous avez le Parisien qui nous fait top 5 des meilleures destinations à vivre avec le changement climatique. C'est vraiment un truc, mais c'est invraisemblable de titrer des choses comme ça encore aujourd'hui. Enfin, il ne le titrait pas avant, donc de traiter le sujet comme ça. Donc, en gros, il y a des territoires, ils vont devenir nuls, et des territoires, ils vont devenir mieux. Voilà, les Bretons, ça va devenir bien. C'est n'importe quoi. Et il va falloir aussi qu'on ait des politiques pour gérer ces afflux démographiques. Chamonix, par exemple, refuse la construction, il me semble, sur les maisons secondaires. C'est-à-dire on peut plus construire si c'est pour une résidence secondaire. On a des régulations d'Airbnb aussi. C'est ce qui se passe aussi en Bretagne, à Saint-Malo, à Dinard, où on interdit les nouvelles constructions pour des résidences secondaires et on essaye de réglementer surtout les gens qui vont acheter un appartement pour ne pas y vivre ou y venir que 1 ou 2 mois par an. Ça, c'est des choses très importantes et vous voyez qu'on arrive sur des choses extrêmement concrètes. Et là, c'est ce qu'on appelle une méduse noire. Méduse noire, c'est le 3e animal. On a retrouvé des méduses noires dans nos centrales nucléaires françaises cet été, proches des littoraux, parce que quand vous avez une eau qui est plus chaude, l'océan se gélifie. Donc,
vous avez plus de méduses, et à un moment, vous absorbez beaucoup de méduses. Par exemple, si vous avez fait votre baptême si vous faites votre baptême de plongée, vous avez de plus en plus de chances de vous retrouver avec des petites méduses partout. Sur la côte atlantique, il y a des méduses partout. J'y étais passé, moi, cet été. Et voilà, c'est des choses. Et la méduse noire, c'est en fait le qui aurait pu prédire. C'est-à-dire qu'on est surpris quand on retrouve des méduses noires au moment où on les retrouve dans les centrales, quoi. Mais en fait, si on y réfléchit, c'est tout à fait logique. Et c'est la même chose pour l'adaptation. Si on n'a pas d'organisation de l'adaptation, c'est l'acteur le plus puissant qui va s'adapter dans son propre intérêt. Pensez aux mégabassines. Mégabassines, c'est ça. On n'a pas beaucoup de postes qui sont bénéficiaires dans la balance commerciale française. Ok, on a les vins spiritueux et on a les céréales. Et donc, quand la sécheresse de 2022, elle bouffe 30% du rendement des céréaliers qu'ils exportent, et les céréaliers, ils ont de l'influence, ils ont tapé aux portes de Bercy, et on se retrouve 2 ans après avec la construction de méga-bassines payées par 70% de nos impôts. Les méga-bassines, c'est quoi? C'est un grand trou avec une pompe qui va tirer une partie de la ressource de nappe phréatique pour la privatiser au profit du céréalier. Et si on n'organise pas l'adaptation, on va avoir ces dynamiques-là en permanence. On va avoir des investissements dans des canons à neige, des choses comme ça, et en fait, on va empêcher la bifurcation qu'il faut organiser. On est sur, si vous voulez, la scène d'Alice au Pays des Merveilles où en fait le sol se dérobe et on court toujours plus vite. On peut courir toujours plus vite, mais à force, on va finir par s'épuiser et la chute va faire d'autant plus mal. Ça revient avec un concept qui est le concept de performance et de robustesse, en tout cas la dichotomie qui existe entre les deux. Performance, c'est votre axe des abscisses. Ok. Définition de la performance, faire le maximum avec le minimum. Définition de robustesse, assurer la stabilité malgré les fluctuations extérieures. Aujourd'hui, on fait un maximum de performance. C'est-à-dire qu'en fait, notre céréalier, il a un intérêt à vendre le plus de céréales possible, et donc il va uniformiser son champ. L'intérêt d'un territoire de montagne qui est dans la performance, c'est de maximiser le rendement, la rente qu'il va tirer, donc il va uniformiser son territoire pour permettre le ski, etc., pour permettre aussi qu'il y a un maximum de logements touristiques et de logements peu occupés, exactement la même chose entre Bretagne et Savoie, ok. Rapidité, maximum d'échanges, toujours plus, ok. Et hiérarchie, on va se donner une organisation qui minimise les interactions entre les gens pour aller être très efficace dans un objectif très précis. Et ça, à la limite, quand on est une entreprise qui débute, quand on est un pays en post-45 qui doit être reconstruit, au début, quand on fait de la performance, ça permet de faire de la robustesse. Parce que si on est dans un climat stable, avec un accès à l'énergie abondante. En 45, à partir de 45, sur plusieurs décennies jusqu'au choc pétrolier, on a une augmentation de la production de pétrole dans le monde de 10% par an. Donc on en est large, il y en a pour tout le monde, c'est pas cher, etc. C'est la fête. Et qu'on a un accès sans difficulté aux ressources, la performance, ça vous permet d'investir dans plein de choses différentes, de créer des sphères économiques différentes, de réinvestir dans votre performance, etc. Sauf que quand vous faites ça, en fait, chaque fois que vous faites des gains de performance, vous créez des fragilités, des vulnérabilités, comme on l'a vu. Par exemple, sur les territoires de montagne, vous créez une vulnérabilité qui est d'avoir hyper spécialisé vos territoires. Et de fait, si le ski s'effondre, il y a une rente extrêmement importante. Vous n'avez pas diversifié. Okay. Les fragilités, elles deviennent malheureusement des ruptures dans la polycrise, si je retourne à ce concept-là. C'est-à-dire que vu que vous ne maîtrisez plus ce qui vous tombe dessus, le climat n'est plus stable, l'énergie n'est plus abondante, les ressources sont moins accessibles, en fait, toutes les vulnérabilités que vous avez créées, elles vont devenir, à chaque fois qu'il y a un train de crise qui va vous passer dessus, une rupture, une fracture. Et donc, en fait, à chaque fois que vous êtes dans un monde fluctuant, les gains de performance que vous allez faire vont se traduire tôt ou tard, en moyenne, par une perte de robustesse. Et ça, vous ne le voyez pas dans les indicateurs économiques globaux. Pourquoi ? Par exemple, si je fais on va prendre l'entreprise Cigale et l'entreprise Fourmi. L'entreprise Cigale, elle danse tout l'été, donc elle fait 8% de croissance, 8% de croissance, 8% de croissance. Elle réinvestit tout dans sa performance, etc. L'entreprise Fourmi, elle est aussi rentable, mais elle fait que 4% de croissance parce qu'elle réinvestit une partie de ses bénéfices dans des sphères robustes qui ne rapportent pas tout de suite. Et donc, elle fait 4% de croissance, 4% de croissance, 4% de croissance. Sur ces 3 ans, l'entreprise Cigale est 2 fois plus performante que l'entreprise Fourmi.
tout va bien. Sauf qu'à un moment, les deux entreprises prennent le Covid, ou prennent un signe noir, ou prennent un impact extrêmement important. Et dans ce cadre-là, l'entreprise Cigale, elle va perdre 80% sur cette année-là, tandis que l'entreprise Fourmi, elle va perdre 20%. Voilà. Résultat, au final, quand on prend les 4 ans, l'entreprise la plus profitable, c'est l'entreprise qui a anticipé, qui a fait des réserves pour l'hiver. Mais ça, on ne le voit pas dans les mesures instantanées. Et ben, il faut que vous soyez plus intelligent que ça, que, en tout cas, regarder les indicateurs pêle-mêle. Aujourd'hui, c'est une société de la fragilité. On est dans une société de la fragilité parce qu'à chaque choc, en fait, on part en exponentiel sur les dommages. Pourquoi? Parce qu'on a ces dynamiques de maladaptation systémique. Je vous donne un exemple très classique. Pendant le Covid, il n'y avait pas de problème de papier toilette. Okay, mais il y a eu une panique sur le papier toilette. Du coup, tout le monde a acheté des rouleaux en plus. Du coup, il y avait une pénurie de papier toilette. Vous voyez, le Covid, c'est des emmerdes, c'est un coût, mais vous avez des formes de comportement qui ont amplifié la crise. Pas de pénurie de papier toilette normalement, pénurie de papier toilette à cause du comportement d'une partie des acteurs qui ont accaparé la chose, etc., et qui n'ont pas joué collectif. En fait, on est dans une forme du dilemme du prisonnier géant. Et il va falloir c'est un enjeu hyper important de la polycrise, de savoir comment on sort de ce dilemme du prisonnier géant. En fait, je prends en fait le cadre des entreprises, on a ça. On a l'océan rouge et l'océan bleu. L'entreprise que je pourrais vous citer, c'est l'entreprise Nexity. Nexity, ils font des câbles électriques, il me semble. Et Nexity, ils étaient au bon. Nexans, pardon. Nexity, c'est autre chose. Donc Nexans, c'est une entreprise qui faisait du coup des câbles électriques. Ok? C'est ça, ouais. Oui. Nexans, en gros, ils s'étaient retrouvés dans une situation où ils avaient énormément de ce qu'ils appelaient de clients toxiques. Et la décision du PDG de Nexans a été de se séparer de tous ces clients toxiques, c'est-à-dire qu'en fait, il avait que des demandes qui le plaçaient dans l'océan rouge. L'océan rouge, c'est les marchés existants, c'est des batailles féroces pour la concurrence, et en fait, on nage dans un océan de requins où tout le monde se tire dans les pattes. Et on répond à des besoins qui n'ont pas de sens et qu'on n'interroge pas. Et donc, en fait, on répond à un marché et on est en permanence dans le burn-out de la performance parce qu'on doit surperformer si on veut répondre à ces demandes de marché. L'autre façon de faire, c'est de se dire on a des impacts réels, concrets de la polycrise, et il faut que je réponde à ces impacts réels, concrets, à ces besoins que vont créer la polycrise, donc je vais aller naviguer dans l'océan bleu. Même si l'océan bleu, il n'est pas tout de suite rentable, je vais utiliser mes profits d'aujourd'hui pour investir, pour me diriger, pour que ma barque, elle navigue progressivement en dehors de l'océan rouge, vers l'océan bleu. Et donc ça, il faut qu'on construise ça, et ça, c'est faire de la robustesse. La robustesse, c'est l'opposé de la performance. Et donc, si vous faites l'opposé, vous allez faire les opposés un à un. Uniformisation, diversité. Donc, on va faire notamment, ça c'est un excellent exemple, les forêts mosaïques. Aujourd'hui, nos forêts, elles meurent beaucoup parce qu'elles sont hyper uniformes. Or, quand vous avez une forêt qui est uniforme, elle est beaucoup plus sensible à des ravageurs et beaucoup plus sensible, en fait, à des impacts que vous ne maîtrisez pas. Ok? Je vous laisserai regarder tout ça. Je vous enverrai les supports. C'est en fait, la forêt du 21e siècle, ça. Puisqu'on va devoir changer une partie des essences de nos forêts, sauf qu'on peut pas savoir comment ces essences, elles vont se comporter. Donc, il faut expérimenter, il faut tester, il faut de la diversité. Autre élément, il va falloir qu'on fasse de la lenteur. La lenteur, vous l'avez peut-être déjà vu avec le concept d'hydrologie régénérative de Charlène Descolonges, d'accord? Là, ici, vous avez une parcelle agricole sans hydrologie régénérative, c'est-à-dire que dès que vous avez un verre d'eau que vous versez dans cette vallée agricole, ça va aller inonder le village en dessous. Ok? Si vous utilisez votre parcelle agricole et que vous lui incorporez des baissières, vous faites du pâturage tournement dynamique et que vous vous débrouillez en fait pour jouer avec votre topographie pour votre culture afin que l'eau elle mette le plus de temps possible à s'écouler, là vous allez réinfiltrer progressivement de l'eau dans les sols. Si vous réinfiltrez progressivement de l'eau dans les sols, vous ralentissez le cycle de l'eau. Si vous ralentissez le cycle de l'eau, vous vous prémunissez à la fois des effets de sécheresse et d'inondation. Il y a la question de la renaturation des rivières aussi. Tous les écosystèmes que vous avez autour d'une rivière, c'est des écosystèmes qui marchent comme des petites éponges. C'est-à-dire quand il y a trop d'eau, la ripisylve, la végétation des rivières, elle grossit, elle capture cette eau-là. Et quand la rivière manque d'eau, elle la restitue. Okay, c'est exactement ce qu'il faut qu'on fasse dans notre agriculture. Et on peut
rajouter à ça des concepts que vous connaissez, qu'on connaît déjà. Ces concepts que vous connaissez et que nous connaissons et qu'on connaît déjà, c'est l'agroécologie ou l'agroforesterie. Quand vous mettez des arbres dans votre agriculture, vous avez un climatisateur naturel en haut qui transpire une centaine de litres d'eau par jour lorsque c'est adulte, et vous avez un arroseur automatique en bas. C'est-à-dire que les racines de l'arbre, au moment où on est dans une sécheresse importante, vu que c'est profond, ça peut aller chercher de l'eau en profondeur et ça peut aller irriguer le sol et donc aider tous les écosystèmes forestiers à faire face à une période de sécheresse intense. Et du coup, sur ça, vous pouvez aussi faire de la redondance. La redondance, c'est par exemple ce qui a été fait et ce qui essaye d'être fait avec les orientations du Scott Mont Blanc. Okay. Le Scott Mont Blanc, c'est application du zéro artificialisation nette, maintien de l'économie locale et amélioration du cadre de vie, améliorer les accès, le ferroviaire, etc. Avoir des évaluations des pôles industriels de la vallée de l'Arve, et vous avez des acteurs, par exemple, comme le grand massif domaine skiable, qui a écrit dans son rapport qu'elle va perdre 30% de son domaine skiable et qui au moins voit les choses en face et essaye de se dire comment je peux essayer de faire bifurquer mon activité économique par rapport à cette réalité-là. Il y a le ZAN, c'est quelque chose d'extrêmement important et qui va du coup poser la question du besoin de logement. Ok. Donc, il y a la question des résidents permanents et en fait, il y a cette question énorme de comment on gère cet afflux, cette demande démographique, cette pression démographique sur vos territoires. Et du coup, il y a aussi tout ce qui est intelligence collective. Quand vous avez un élément aussi puissant que ça, il faut que vous maximisiez l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'en fait, la solution à l'incertitude, elle n'est pas dans des plans par le haut. Elle doit se construire un peu partout. Et donc, les COP régionales, les ateliers sur les bassins versants, l'Assemblée citoyenne de l'eau, les assemblées citoyennes de l'eau, etc. Là, c'est des façons de se réapproprier une forme de horizon démocratique, ou en tout cas de voir comment on peut réfléchir collectivement à ces ruptures, les anticiper collectivement. Plus on maximisera l'intelligence collective, plus on sera en capacité de faire du coup cette robustesse. Ce qui n'est pas un miracle, c'est juste simplement on arrête de partir en exponentiel dès qu'il y a quelque chose qui nous touche dessus. Mais il y a un autre élément extrêmement important, et là vous n'allez pas être content parce qu'il y a une fuite de données personnelles, puisque Green m'a donné un fichier avec toutes vos tailles dans la salle et vos photos. Donc ça c'est vous, ok. Et vos tailles, j'ai fait des graphes, je suis allé sur Excel, j'ai fait ça. Ok. Ça, c'est une courbe gaussienne. Et on donne un invité surprise ce soir, et malheureusement, il n'est pas venu. Et cet invité, c'est Victor Wembanyama. Victor Wembanyama, il fait 2,23 m. Et je vous pose la question, donc j'ai dû refaire mon graphe en express, quelle est la gueule du graphe que ça va donner si je rajoute Victor Wembanyama dans la distribution? Ça change pas beaucoup. Voilà, ça décale d'un tout petit peu. J'ai refait le même graphe, en fait. Vous allez voir pourquoi. Mais là, c'est encore plus problématique parce que le réseau Green ne m'a pas que donné vos tailles. Au pire, on pourrait s'en foutre, mais il m'a donné vos revenus aussi. Alors, je sais combien vous gagnez. Je sais qui est milliardaire dans la salle. Voilà, je sais vos professions aussi. Ça va, il n'y a pas d'énorme écart, donc ça va nous donner une courbe gaussienne. Okay. Par contre, imaginons qu'on a un autre invité surprise, que ces invités surprises, ce soit Bernard Arnault. Comment la courbe va-t-elle évoluer? Ici, vous avez les tailles, hein. C'est plutôt comme ça, elle est un peu inversée. Ça va vous donner une courbe en cross de hockey. La distribution scientifique va changer complètement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, pourquoi ça change comme ça? Parce que Bernard Arnault, c'est un extrême non borné. Il est 1000 fois plus riche que vous. Victor Wembanyama, il fait 2,23 m. Il ne fait pas 2 km de haut. D'accord? C'est peut-être ça la différence d'ordre de grandeur. Milliers de kilomètres. Ok? Et dans ce cadre-là, en fait, et c'est ça la grande révélation, c'est que Bernard Arnault, c'est un signe noir. Ok. Et ce matin, on m'a dit, j'ai fait ce truc-là, et on m'a dit, ah, j'aime pas parce que tu dis Bernard, c'est un signe noir, ça veut dire que c'est pas bien. Non, c'est une question de distribution statistique. Il y a aucune, moi j'adore les signes et j'adore les signes noirs. Mais c'est quoi un signe noir? Ça a trois caractéristiques. Les signes noirs, ça a, tac, alors,
Est-ce que la vidéo va marcher? Elle marche, c'est formidable. Un signe noir, ça a 3 caractéristiques. Première caractéristique, c'est un événement imprédictible. On peut pas savoir que dans les distributions de participants, il y a un participant qui va avoir 0,1 million en richesse, etc. par rapport aux autres. C'est une bascule systémique. Quand le participant, le signe noir, arrive dans la distribution statistique, eh ben, il la change pour toujours. Avant et après le Covid, vous avez vu le truc jusqu'à la fin? Ça s'est effondré jusqu'à la fin? Non? Bon, désolé, c'est frustrant. Non, j'ai déjà en retard, ils vont me tuer. Je vais passer 5 minutes, je me dépêche. Donc, en gros, pour savoir si c'est imprédictible, en fait, vous savez pas où ça va tomber, par où ça va se casser. Vous vous dites ça va casser par en bas, par exemple, vous anticipez ça, et en fait, ça casse pas du tout par en bas, ça casse par le haut. Et la troisième caractéristique du signe noir, c'est une caractéristique d'impact. C'est une caractéristique, on l'explique en permanence a posteriori. Pourquoi on l'explique en permanence a posteriori? Parce que, fondamentalement, on se cherche des histoires pour bien tout raconter. Et à la fin, là, dans les questions, je vous poserai une question moi, vous devrez me récapituler les 3 caractéristiques que je vous ai données là, parce que vous avez regardé les dominos 2 fois de suite, en plus je vous les ai mis, et donc personne n'a écouté ce que j'ai dit. Voilà. Et donc les signes noirs à retenir que c'est des événements, c'est la matérialisation des ruptures. Et cette matérialisation des ruptures, dans les médias, on passe notre temps à expliquer qu'on aurait pu voir en particulier. Et donc la question de la résilience, c'est d'arriver à gérer quand ça se produit, ces coups, ces à-coups, ces changements de paradigme. D'accord? La résilience, c'est savoir réagir en temps de crise. Moi, j'avais fait une coopération avec un sapeur-pompier à Lyon qui s'appelle Jérôme Belleret. Et Jérôme Belleret, la première chose qu'il est venu nous dire avec la CEC Lyon, il nous a dit ça, n'attendez pas que nous venions vous secourir. Pourquoi? Parce que la métropole de Lyon, c'est 1,4 million de personnes et que les sapeurs-pompiers de Lyon, c'est 5000 personnes. Et que les services de secours sont eux-mêmes impactés par les effets des signes noirs et par l'incapacité d'anticiper ça. Et donc, il y a un enjeu culturel d'intégrer des formes de gestion du risque collective. Et la meilleure façon pour faire ça, c'est de dire bonjour à son voisin. Et il va falloir du coup qu'on développe de nouvelles institutions pour réancrer notre activité économique sur nos territoires, etc. Et pour l'illustrer, et je vais terminer avec ces petits exemples-là, vous avez un livre qui s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle. Peut-être certains et certaines l'ont lu ici. Ouais. Dans Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, ils vont expliquer un truc. La loi de la jungle, ce qu'on nous a appris à l'école depuis petit, c'est que c'était la compétition. Ça, c'est dérivé d'une interprétation des travaux de Darwin. Donc Darwin, ce qu'il allait faire, c'est il allait faire des observations du vivant dans des environnements extrêmement riches, extrêmement abondants. Ces environnements extrêmement riches et abondants, c'est les îles Vierges britanniques. Et il va repérer qu'en fait, les organismes qui s'en sortent le mieux, c'est les organismes les plus compétitifs. Et 50 ans après, il y a un autre chercheur qui s'appelle Kropotkin qui va se poser cette question-là, mais c'est bizarre, parce que moi, je fais les mêmes observations que Darwin, mais en Sibérie, j'ai l'intuition que c'est plutôt des comportements d'entraide qui permettent de survivre. Et il va le démontrer aussi. Et donc, il y a une contradiction apparente entre Darwin et Kropotkin. Et la question, c'est qui a raison? Et la réponse, c'est les deux, mon général. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a 2 lois de la jungle. Dans une situation de pénurie ou de crise, les organismes qui survivent, ce sont les organismes qui ont organisé l'entraide au plus haut degré, les groupes qui ont organisé l'entraide au plus haut degré. Si vous avez des institutions de l'entraide fortes, au moment de la catastrophe, vous restez ensemble, stick together, d'accord? Alors que si vous avez des institutions de compétition fortes, chacun va accaparer une partie de la ressource au moment de la catastrophe et donc augmenter le niveau, l'effondrement du groupe. Ça, l'entraide, du coup, dans ce schéma-là, recrée l'abondance. Elle permet l'adaptation au milieu, parce que les institutions de l'entraide, elles permettent de tenir face au choc et de se transformer face au choc. Mais quand on est dans des environnements abondants suffisamment longtemps, l'entraide, ça sert plus à rien pour survivre. Et donc, progressivement, on dissout les organisations de l'entraide et la compétition, quand on l'exacerbe, elle est elle nécessite toujours une extraction non
contrôler des milieux et donc à un moment des chocs sur la disponibilité. Et dans ce cadre-là, la compétition, elle recrée la pénurie. Et ce schéma, il est pas mal parce qu'il permet de comprendre nos sociétés humaines comme un balancier entre des institutions de la compétition et des institutions de l'entraide. Les institutions de la compétition, vous en connaissez 1000. Par contre, les institutions de l'entraide, vous avez toujours des trucs qui sont tout petits. Alors qu'on a une institution de l'entraide hyper importante en France et qui a été inventée presque en Savoie, d'accord? Cette institution de l'entraide, c'est la sécurité sociale. La sécurité sociale, elle a un papa. Ce papa, il s'appelle Ambroise Croizat. Ce papa, il était savoyard. Ce papa, il était ouvrier métallurgiste en Savoie. Voilà. Et Ambroise Croizat, il va s'allier à quelqu'un qui s'appelle Pierre Laroque, qui avait été chassé de France par les lois antisémites du régime de Vichy. Et en 1945, vient le programme des Jours Heureux et le Conseil national de la résistance. Et ce que vont faire Croizat et Pierre Laroque, c'est qu'ils vont créer un système de sécurité sociale qui existait déjà dans le syndicat de Croizat. C'est-à-dire, le modèle, c'est l'autogestion. Chacun, on va prendre un bout de cotisation sociale, un bout du salaire des travailleuses et des travailleurs, qu'on va mettre dans une caisse. Cette caisse-là, elle va permettre de payer les temps d'inactivité, les maladies, la retraite, le chômage, etc. Et Croizat, il va généraliser ça par des ordonnances en 45, en 46, et ces ordonnances-là, elles vont mettre le régime général de la sécurité sociale. Le régime général de la sécurité sociale, c'est un service public, c'est le moment le plus important, non étatique. Ce n'est pas l'État qui gère la sécurité sociale, ce sont des représentants des travailleuses et des travailleurs qui vont être élus par chaque entreprise. Ces représentants des travailleuses et des travailleurs de la sécurité sociale, ils sont au nombre de 3/4 de travailleuses et de travailleurs et 1/4 de représentants du patronat. C'est-à-dire, en fait, vous avez une institution complètement indépendante de l'État, autogérée par les assurés eux-mêmes, qui votent, si je fais un anachronisme, l'âge de la retraite, le niveau des cotisations, le niveau des assurances chômage, etc. Et donc, aujourd'hui, l'idée, ça serait peut-être de penser de nouvelles formes de sécurité sociale. Et une sécurité sociale hyper puissante qu'on pourrait regarder, c'est la sécurité sociale de l'alimentation. Je vous laisse la fin du film et après je vous mets le schéma de la sécurité sociale de l'alimentation. La mémoire de Croizat, c'est une mémoire qui a été oubliée. Croizat, il y a un demi-million de personnes qui viennent qui sortent dans les rues de Paris. Il a un hommage à la Victor Hugo, Ambroise Croizat. Et du coup, si on prend ce déjà-là français, d'accord, eh ben, on peut aller regarder ce que ça pourrait être de nouvelles sécurités sociales. Notre modèle agricole, aujourd'hui, il est enfermé dans une logique de performance. Il faut qu'on dope les sols, il faut qu'on les stérilise pour produire toujours plus. Et comme un coureur qu'on dope, au début, il va être super performant, mais sa performance va très vite chuter et au détriment de tout le monde, de sa santé et souvent de la santé de son entourage aussi. Alors, si on peut regarder ça, on peut regarder ce que ça pourrait être une sécurité sociale des autres besoins vitaux. La santé, on l'a déjà fait, on pourrait voir les autres. L'alimentation, comment ça fonctionnerait? Dans la version nationale, on aurait chacune 100 € par personne et par mois sur une carte vitale de la sécurité sociale de l'alimentation. Ces 100 €, on ne pourrait les dépenser que chez des productrices ou des producteurs alimentaires conventionnés, comme votre carte vitale verte. Vous pouvez la dépenser que chez des producteurs de soins conventionnés, qui s'appellent des médecins. Pourquoi ils sont conventionnés médecins? Parce qu'ils ont fait des études de médecine. Là où c'est plus intéressant encore que la sécurité sociale du soin, c'est que le conventionnement, on pourrait faire un outil de réappropriation démocratique. Par exemple, on pourrait faire la caisse de sécurité sociale de l'alimentation de Salanches qui déciderait des critères, localité de la production, hydrologie régénérative, empreinte carbone, respect de la biodiversité, qui permettrait d'avoir accès à ces 100 € par personne et par mois. Ces 100 € par personne et par mois, vous ne pourrez pas les utiliser au Carrefour. En tout cas, si Carrefour ne propose pas de produits conventionnés. Et ce conventionnement démocratique, c'est un outil pour mettre en sécurité sociale nos agricultrices et nos agriculteurs, réorientés par la décision citoyenne vers l'économie des territoires. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, par exemple, à Chamonix, il y a des expérimentations, il me semble, de cette sécurité sociale de l'alimentation, qui s'appuie notamment sur les monnaies locales. D'accord? Et en fait, comme la sécurité sociale de 45, il y a pas mal de déjà là qu'on organise maintenant, et il va falloir profiter de chacun de ces déjà là pour utiliser les crises comme des moments de généralisation
de parcelles de robustesse qu'on a déjà expérimenté un peu partout. Et au final, c'est ça le message que je voudrais vous transmettre avec cette conférence, et j'ai déjà dépassé de trop de temps, c'est que le futur sera collectif ou ne sera pas, et que ce collectif-là, ça se planifie, ça s'organise par la base, et à chaque fois, les marges finissent par contaminer le cœur. Il y a une très belle expression qui est donnée par Olivier Hamon notamment, c'est quand vous avez un vol d'oiseau, et ben le vol d'oiseau, il ne se dirige pas par les décisions globales, il se dirige par ses marges. C'est eux qui vont choisir l'orientation. Et dans ce système économique-là, médiatique, on ne visibilise jamais les marges. On ne visibilise jamais tout c'est déjà là robuste, tous ces déjà-là et qui sont inspirés d'une histoire aussi qui est profonde et qui nous permettrait profondément, collectivement, de changer de trajectoire de vol. Je vous remercie pour votre attention. Je pose des questions ou bien il faut que... Vous faites le lien, l'articulation, les différents pays qu'il y a eu, ce qu'on peut faire en 2026, comment on a fait si vous avez des questions à poser, comment nous, collectivement, on peut s'approprier ce genre de questionnement sur notre territoire. Pose la première question. C'est pas vraiment une question, mais c'est un commentaire parce que j'ai l'impression que le futur sera collectif, mais on parle vraiment des choses qui sont très locales. On a beaucoup parlé du local. En fait, le pouvoir vient du local et nous, on est sur un territoire qui est international. Oui. Et moi, ce que je disais, c'est qu'il y a 2 jours, je regardais la webcam de Combloux, je voyais les canons à neige qui marchaient. Tous les étés, je sais qu'il y a des chamonières ici, on a l'UTMB qui amène à un gros flux, l'hiver arrive, on va avoir beaucoup de flux, etc. Et je me dis, il y a un décalage en fait entre... j'ai l'impression que le pouvoir vient au local, mais on est comme avec... on a 2 kilomètres avec le basketteur, j'arrive jamais à dire son nom là. Wembanyama. Voilà, merci. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre les deux en fait. Bah oui, parce qu'il existe. Et je commençais à lui dire, mais comme ça vous avez la conversation dans son intégralité, je lui dis, mais il y a peut-être quand même des déjà là que tu vois pas. Mais c'est vrai que sur le territoire, l'impression qu'on a peut-être toutes les deux, c'est qu'il y a des grands extrêmes et que c'est difficile à concilier. C'est ça. Bah, ce que je peux répondre à ça, c'est le rôle de notre magnifique système médiatique. Hein. Je l'ai un peu égorgé sur la partie adaptation, mais tout marche comme ça. C'est-à-dire que tout n'est pas prétexte à réflexion, tout est prétexte à débat. C'est 5 minutes pour le bourreau, 5 minutes pour la victime, parce que c'est ça qui fait de l'audience. Autre chose qui fait de l'audience, c'est la peur. C'est ce qui va générer des réactions. D'accord? De l'émotion, tout le temps de l'émotionnel. Donc moi, si vous voulez, je passe sur les médias, je dis une horreur pas possible. Je vais passer sur les médias parce qu'en fait, je vais faire réagir 2, 3 personnes qui m'aiment bien et qui vont me défendre et je vais faire réagir 95% qui vont trouver ça affreux et qui vont dire c'est affreux. Et donc, en fait, le système médiatique, par rapport à ces crises, dans la polycrise, on pourrait faire une conférence intégrale là-dessus, il utilise chaque symptôme de la polycrise, non pas pour donner une perspective globale, mais pour générer des stimuli de peur et des choses qui vont faire vendre et faire de l'audience. Et ça, bah, c'est en fait, si tu veux, comme si on essayait de se diriger dans un chemin et qu'au loin, il y avait une personne qui nous faisait des flashs en permanence, qui du coup nous aveugle a posteriori. Parce que, en fait, ça nous fait des choses dans notre psyché et ces flashs-là, bah, ils viennent se cumuler avec la peur globale de l'effondrement qu'on a, et on reste du coup dans ce cadre-là, et c'est ce qui est souhaité, paralysé devant l'écran, paralysé devant les phares de la voiture, devant les flashs qui nous arrivent. Et la façon de sortir de ça, c'est justement de mettre des lunettes différentes, de regarder à côté et d'essayer de trouver tous les déjà là, faire un tour de France des trucs qui marchent pour parodier un livre qui est sorti et dont on m'a parlé récemment. La question est déjà là, il faut les voir. Et une fois qu'on les voit, on peut faire les liens entre les choses. Et faire les liens, c'est un parcours fondamentalement émancipateur et qui permet de se réempouvoirer individuellement et collectivement.
Les gens qui veulent exprimer des déjà là qui connaissent, à Chamonix ou à Cluse. Autre question? Qui prend une question? Ah, question Philippe. En général, c'est la deuxième, la première la plus difficile et la deuxième la plus dure. C'est la deuxième qui était la plus dure. Dans tout ça, en fait, je me demande quelle est la place de l'entreprise telle Ouais. qu'elle existe aujourd'hui. C'est quoi son avenir finalement? Oui. Elle est déjà là, mais Ça, c'est sûr. Tac, j'avais un schéma en plus, mais j'étais très en retard, donc j'ai pas pu le mettre. Hop, c'est ça. Ouais, ce truc-là. L'entreprise, pour moi, c'est le côté océan rouge, océan bleu. L'entreprise, elle peut continuer d'aller dans l'océan rouge et donc répondre à des besoins de marché qui sont souvent pas si urgents que ça. Elle peut utiliser ses profits pour commencer à se déplacer vers l'océan bleu. Comment on peut se déplacer dans l'océan bleu? Bah, on a une méthode quand on veut intégrer les risques de la polycrise. La première méthode, c'est d'analyser ses risques, d'accord? Ses risques sur ses infras, ses risques sur ses flux, et évaluer à peu près le coût de l'impréparation. Ça permet déjà de se mettre dans un conditionnement, de se mettre avec un certain nombre de lunettes qui permettent de voir au moins une partie des ruptures. Une fois qu'on a vu une partie de ces ruptures, il faut faire qu'on fasse une prospective dans le monde qui vient et de faire une cartographie des risques, cartographier les effets dominos possibles, essayer d'identifier, et ça il y a des façons de le faire un peu de prospective militaire, les risques majeurs pour le business model de l'entreprise et arriver à trouver un moyen de mesurer sa vulnérabilité. Comme on a des moyens de mesurer son empreinte carbone, il faut qu'on ait une métrique pour faire ça, un indicateur, un KPIs. Et une fois qu'on a fait ça, il y a les deux autres étapes. L'étape, on va dire, planifier, prévenir, qui est en fait essayer de récupérer tous les rapports que j'ai dans mon tiroir, biodiversité, eau, risque, machin, et que je les mette en fait ensemble et qu'ils me servent de réponse à l'exercice de prospective que j'ai là, de réponse aux différents risques. Ça permet d'articuler un peu mon entreprise fourmi, d'accord? Mon entreprise fourmi, elle a fait ces réserves-là, mais les réserves qu'elle a fait, en général, elle a du mal à les mettre en mouvement, à les articuler, à les faire discuter les uns avec les autres. Il y a des démarches qu'il va falloir expérimenter, notamment sur l'adaptation, sur les sites pilotes. C'est-à-dire que faire une démarche d'adaptation, c'est difficile. Vous le faites sur un des sites stratégiques, d'accord? Vous essayez, ça veut dire de compter le niveau de risque, de voir combien d'adaptation ça vous fait diminuer votre niveau de risque, de faire une trajectoire d'adaptation en prenant votre métrique de vulnérabilité. Un peu comme vous pouvez faire une trajectoire de décarbonation, d'accord, les trajectoires SBT, la trajectoire d'adaptation avec une bonne métrique de vulnérabilité, vous pouvez faire pareil. Et une fois qu'on a expérimenté cette bifurcation, cette adaptation dans un site, le site peut devenir l'ambassadeur de l'adaptation d'autres sites de son écosystème. Et comme ça, on propage les bonnes pratiques et on embarque tout le monde et on fait pas à pas. Et le dernier élément très important et qui va avec tous les réseaux d'entreprise, c'est se rétablir et bifurquer. Il y a une formation à la systémique et à la gestion de crise. Ce mot-là, ça va avec dire bonjour à son voisin. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que vous arriviez, et ça vous le faites déjà beaucoup, à faire des liens, le plus de liens possible entre votre entreprise, entre votre territoire, entre les autres entreprises de votre territoire, avec vos fournisseurs aussi, que vous parliez par rapport à toute cette prospective, cette cartographie, ces effets dominos, et de réfléchir, de se donner des cadres ensemble, des projets communs, des réunions communes comme maintenant, comme la CEC aussi, qui permettent en fait de se connaître et de réfléchir ensemble, d'avoir envie de travailler ensemble sur ces effets dominos. Et c'est en créant ces liens et en créant ainsi, en ayant des cadres sécurisants, qu'on peut réfléchir ensemble à tous ces enjeux-là et mettre progressivement en place, collectivement, des institutions inter-entreprises qui permettent des bifurcations collectives et des ponts de fonctionnement en mode dégradé. Et ça, c'est le plus dur.
ou le plus simple, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une crise, il faut avoir les institutions de bifurcation prêtes. À chaque fois que vous allez vouloir faire des changements systémiques, vous allez avoir aujourd'hui des blocages. Sauf que chaque crise va être une levée des blocages. Aujourd'hui, chaque crise est une levée des blocages pour aller vers plus de compétition, vers plus d'accaparement. Il faut absolument renverser le paradigme, mais il faut être réaliste sur ces crises. On va en avoir. Il faut avoir les institutions prêtes de l'entraide, de la robustesse, les déjà là généralisés prêts pour que ça devienne un nouveau paradigme. Croizat n'aurait jamais fait la sécurité sociale s'il ne l'avait pas déjà expérimenté chez lui et que ça fonctionnait. C'est un peu ça que moi je vois. C'est un travail qui est fondamentalement beaucoup plus difficile que de suivre simplement le paradigme de la compétition. Je dois maximiser tel indicateur, etc. Il y a une loi qui est pas mal, qui s'appelle la loi de Goodhart, qui dit que dès qu'une mesure devient un objectif, ça devient une mauvaise mesure. Réfléchissez à ce truc-là. Et c'est exactement ça. Parce que si vous voulez maximiser votre PIB ou simplement tout décarboner, vous allez créer des vulnérabilités à côté. Et dans la polycrise, c'est la pire chose à faire. Donc ça, c'est comment on intègre, je suis content d'avoir pu le montrer, la notion de polycrise en entreprise en 4 étapes. Il y a des étapes peut-être que vous voyez qui vous semblent logiques, d'autres un peu plus compliquées, mais tout ça, c'est hyper passionnant, en tout cas, parce que ça réancre l'entreprise dans une notion d'intérêt général, dans la reprise des besoins. Et c'est ça, finalement. Une entreprise, elle doit répondre à des besoins. Et il faut que s'assurer que ces besoins, ça soit des besoins réels et des besoins qui soient adaptés aux réalités de la polycrise. Voilà. J'ai une nouvelle question. J'aime beaucoup l'approche par les risques et puis le fait de souligner qu'il faut de la coopération. À la fois, je trouve intéressant l'idée de planifier, de structurer, parce que ça demande des investissements et que l'entreprise, elle a besoin de visibilité. Et en même temps, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, le côté agilité, le faire par essai-erreur, pour moi, c'est une première limite peut-être à cette idée de planifier, d'anticiper et de prévoir. Et l'autre limite sur laquelle je m'interroge, c'est la place du champ psychologique, en fait. On parle beaucoup d'éco-psychologie. On parle aussi je prends un exemple, d'apprendre à renoncer, par exemple, c'est sur le plan psychologique qu'il faut que les salariés, les entrepreneurs, ils travaillent sur certaines notions pour vraiment les revisiter psychologiquement, qu'ils changent leurs croyances. Et ce plan-là, il apparaît peut-être pas dans cette diapo-là, et je voulais savoir ce que vous en pensiez. La première question, c'était sur le le essai-erreur dans la planification. C'est un peu lié. C'est quoi la limite, en fait, d'avoir une approche très planificateur, très rationnelle et un peu cortex, et pas côté cerveau limbique, on va dire. Pour le faire, voilà. Moi, je suis ingénieur, donc je suis dans mon prisme très planification. Il y a un problème rationnel, on répond au problème rationnel. D'accord? Donc ça, déjà, c'est un biais que je voudrais donner pour répondre à ça. La planification, ça n'empêche pas de planifier les erreurs. Hein. Ça n'empêche pas de planifier des expérimentations. Et ça, c'est une vraie question. C'est que au niveau national, on a une tradition de planification à la française qui nous sort de 45, qui nous sort aussi des grands chantiers d'une certaine période de notre histoire. Et en 45, on a pu planifier la reconstruction de la France parce qu'on était aussi en croissance énergétique incroyable, à 10% de production de pétrole en plus par an. Et donc, planifier en croissance, ça va. Planifier en décroissance subie, c'est plus pénible. Et donc, effectivement, la notion de décroissance contrainte, elle nécessite probablement moins de marge de manœuvre. Et là, j'avoue que je n'ai pas travaillé suffisamment sur cette question. Moi, je pense que quand même, il y a énormément de choses qui sont possibles et réalisables en planifiant. Et on peut planifier les expérimentations, les essais-erreurs. Sur la question psychologique, c'est une question, moi, que je prends plus d'un côté philo. Je pense que ce qu'on a dans la tête, ça ne vient pas d'une nature humaine particulière, ça nous vient des formes d'institutions et de relations qu'on a eues dans nos vies. Dans une société où tu as la compétition partout, tu vas avoir des idées de compétition dans la tête. Dans une société où tu as de l'entraide partout, tu vas avoir des institutions d'entraide dans la tête. Donc,
Moi, j'ai une image, si tu veux, c'est que notre psyché, c'est un terrarium, ok? C'est un terrarium d'affect, d'accord? Et la rationalité, c'est faire pousser une graine d'affect. Si je vis dans une famille, par exemple, qui est raciste, je vais mettre de l'eau sur ma graine racisme. Et donc, je vais rationaliser mon affect raciste, d'accord? Par exemple, je vais me dire, ah bah, c'est certaines personnes, elles sont un danger pour la France, nanana, elles ont plus de démographie, c'est dangereux. Voilà. J'ai un affect, l'affect raciste, je le rationalise. Je peux aussi avoir un affect qu'il n'y a rien qui va dans le monde, et là, un affect que le monde, par exemple, il laisse mourir des gens dehors dans la rue, et que c'est pas normal, et je vais rationaliser le fait que ça soit pas normal en regardant les chiffres, les inégalités, etc. Je fais absolument pas du kiff-kiff entre les deux. Mais c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que on n'est pas des êtres purement rationnels, on est des êtres qui rationalisons une partie de nos affects. Or, du coup, c'est assez bien parce que ça veut dire que des raisonnements rationnels, qu'on peut être la personne qui va aller verser une graine chez l'autre et faire pousser, par exemple, son affect de l'entraide, son affect de la solidarité. Et si je me débrouille bien et si je la suffisamment bien, suffisamment correctement, mon arbre de la solidarité et de l'affect, il va peut-être aller déloger l'arbre de la compétition ou l'arbre du racisme. Par exemple, moi, c'est ce qui m'est beaucoup arrivé quand je suis rentré dans la rationalité des effets du changement climatique. Je me suis dit, mais en fait, j'ai loupé un truc dans ma vie avant et ça a mis, quand j'ai eu ma déclic écologique, ça a mis par terre plein de petits arbres d'affect que j'avais. Et ça, c'est fondamentalement une bonne chose. Ça veut dire qu'on peut changer les mentalités. Mais la façon de changer les mentalités, c'est en étant un émetteur de sens autour de soi. Quand on est un émetteur de sens autour de soi, on arrose plein de graines qu'on voudrait arroser chez les personnes autour de nous. Si je fais un peu de philo, ça c'est le mythe de Sisyphe de Camus. Camus, il écrit un bouquin qui s'appelle Le mythe de Sisyphe, du coup, il explique la notion de l'absurde. La notion de l'absurde, c'est en gros, ce matin-là, je suis dans ma voiture, je vais au boulot et je me dis, pourquoi je fais ça? Et on s'était jamais posé la question avant, d'accord? Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je vais en voiture, etc. À quoi ça sert ce que je fais? À quoi ça sert mon boulot? Et ça, Camus, il va répondre à ça, cette notion d'absurde qui est en fait un choc. Ma volonté de sens, je cours pour avoir du sens et j'ai le monde qui est un mur. Je me prends le mur du monde qui me refuse de me donner son sens. Ok? Et Camus, il va exclure des solutions type je me donne du sens avec la religion, type aussi nihilisme, c'est-à-dire tout se vaut et si tout se vaut, c'est la morale du plus fort qui devient la morale dominante. Et il va dire, en fait, la seule façon de sortir de cette notion d'absurde c'est d'imaginer Sisyphe heureux. Sisyphe, du coup, il a été condamné par les dieux parce qu'il a feinté la mort. Il a essayé d'avoir les dieux, faire un faux cercueil, etc. et éviter le fait d'être mort. Ok? Il se fait punir et pendant toute l'éternité, il va pousser son rocher. Et il va pousser son rocher sur une montagne. La montagne, et à un moment, il arrive tout en haut de la montagne, il est très content et le rocher, il dévale la montagne. Ça, c'est une métaphore de nos vies, en fait. L'absurde, il vient quand tu as poussé ton rocher pendant archi longtemps et ton rocher il commence à tomber et tu te dis qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi ça fait 5 ans que je pousse ce rocher jusqu'en haut? Et comment on peut sortir de cette notion d'absurde? Eh ben, la réponse de Camus, c'est imaginer Sisyphe heureux. C'est-à-dire qu'en fait, si le monde ne donne pas de sens, je vais réintégrer moi-même par mes actes, par mon entourage, du sens au monde. Je vais devenir un émetteur ou une émettrice de sens. Si le monde n'a pas de sens, eh ben, au moins s'occuper du climat, ça a un sens pour moi. S'occuper des sans-abri, ça a un sens pour moi. Et quand tu fais ça, en fait, tu te retrouves à être un émetteur de sens. Et les émetteurs de sens, c'est des petits aimants qui vont attirer d'autres aimants, d'autres émetteurs de sens. Une fois qu'on a attiré plein d'émetteurs de sens à nous, eh ben, on se rend compte qu'en fait, le rocher qu'on est en train de pousser, on le pousse plus tout seul. D'accord? C'est ça qui est très fort, en fait, avec cette métaphore des émettrices et des émetteurs de sens. Et quand tu es avec des émettrices, des émetteurs de sens, tu arroses leur graine des affects et eux, ils arrosent ta graine des affects aussi. Et donc, comme ça, les mentalités, elles changent dans ton petit groupe. Et plus, du coup, on fait des liens entre nous, plus on, notre empathie, notre façon de, voilà, etc., plus on va permettre collectivement de s'amputer de tous ces réflexes de l'entrée, de tous ces déjà-là, de tous ces systèmes de domination, en fait, qui nous collent à la peau. Voilà. Moi, c'est ça la réponse que j'ai par rapport au côté psychologique. Je le prends pas très, très cerveau brownien. Moi, ça me parle pas. J'essaie de le prendre plus d'un côté philo en pensant que ce qui fait la mentalité des hommes,
ou des femmes, la mentalité de l'homme avec un grand H, c'est les institutions dans lesquelles il vit, et pas des caractéristiques d'égoïsme ou d'entraide intrinsèque. Je le pense en tout cas. En tout cas, c'est un pari, et c'est le pari qui a existé toujours dans notre pays, c'est-à-dire le pari humaniste, que l'homme est créatrice ou créateur de son propre destin au-dessus des déterminants biologiques dans lesquels il est plongé, et sociologiques dans lesquels il est plongé. Un grand merci, Iliane. Je pense que vous allez pouvoir poser plein de questions en live, celles que vous n'avez pas osé poser devant tout le monde. Je trouve que la conclusion, enfin la dernière réponse à la question est très très intéressante parce que c'est aussi le sens de Green de regrouper des hommes, des femmes dans des entreprises, d'aller s'aimer dans nos familles, d'interagir entre des entreprises qui n'ont rien à voir entre elles dans leur activité, rien à voir entre elles dans leurs problématiques du quotidien, et en se réunissant justement, essayer de trouver peut-être nos déjà là et peut-être nos possibles. Hein, donc voilà, c'est pour ça qu'on voulait, et encore merci pour cette conférence, parce que ça nous donne du grain à moudre, on va dormir dessus. Et dans tous les ateliers qu'on va mener dans l'année, le but, c'est d'essayer de construire ces solutions, peut-être commencer par analyser, mais aussi commencer à visualiser ce qu'on veut et ce qui est désirable pour nos entreprises et pour les personnes de nos entreprises dans toute leur diversité aussi. Voilà, donc merci, tu veux terminer? En tout cas, ça va nous nourrir. Et comme ça va nous nourrir, on va commencer aussi par aller se nourrir, puisque Bouffo Loco nous a fait un magnifique petit buffet, et je suis sûr que vous avez faim, un petit peu soif. Et évidemment, hein, économie circulaire, zéro waste, hein, tout doit disparaître, on est bien d'accord. Merci. Merci à tous. C'est bien. C'est juste, ouais, j'ai bien dormi là. Oui. J'ai de l'énergie. Ouais, j'ai pas l'énergie.